La salle d'audience était plongée dans un silence de plomb. Tous les regards étaient rivés sur la jeune femme noire qui se tenait debout devant le juge, son attitude d'un calme olympien contrastant de manière saisissante avec le mépris qui lui avait été adressé quelques instants plus tôt. Le juge Dubois, tristement célèbre pour sa langue acérée et son attitude condescendante, venait de passer les 20 dernières minutes à la réprimander, se moquant de son audace à vouloir se représenter elle-même dans une affaire aussi sérieuse. Vous pensez pouvoir duper ce tribunal ? Avait-il raillé, son rire résonnant dans la pièce comme une note discordante. Une enfant qui joue à l'avocate. Nous sommes dans une salle d'audience, jeune fille, pas à une kermesse d'école. Mais alors, elle prit la parole. D'une voix assurée et cristalline, elle commença à démanteler la plaidoirie de l'accusation, pièce par pièce. Sa connaissance approfondie de la jurisprudence et la logique implacable de ses arguments laissèrent le juge et les avocats chevronnés présents dans la salle totalement abasourdis. Des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance alors qu'il devenait évident que cette adolescente n'était pas une accusée ordinaire. L'expression suffisante du juge s'effaça, remplacée par un mélange de confusion et d'un malaise grandissant. Objection. Lança l'un des procureurs, son visage empourpré par la frustration. Votre honneur, j'ai des raisons de croire que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être. La jeune femme tourna son regard perçant vers le procureur et esquissa un léger sourire. Votre honneur, je peux fournir mes qualifications si nécessaire, mais je vous assure que chaque mot que j'ai prononcé est juridiquement fondé. Pouvons-nous continuer ? Le visage du juge Dubois avait viré au cramoisi. Qui êtes-vous ? Exigea-t-il, sa voix se brisant sous le poids de son incrédulité. La jeune femme plongea la main dans sa sacoche, en sortit un document impeccable et le tendit à l'huissier. Le papier fut transmis jusqu'au juge. En le lisant, ses mains se mirent à trembler. Sa bouche s'ouvrit et se referma à plusieurs reprises, mais aucun son n'en sortit. L'audience attendait, le souffle coupé. Mais revenons au commencement. L'histoire a débuté dans la quiétude d'un petit village en Normandie, où Chloé Moreau, 17 ans, vivait avec sa grand-mère, Monique Lefebvre. Chloé n'était pas une adolescente comme les autres. Enfant prodige, elle dévorait des ouvrages de droit pour le plaisir dès l'âge de 7 ans et débattait avec des étudiants universitaires à 12. Malgré son intelligence fulgurante, elle avait choisi de rester discrète, peu intéressée par l'attention que son génie pouvait attirer. Sa grand-mère, une institutrice à la retraite, lui rappelait souvent l'importance de l'humilité et de l'utilisation de ses dons pour le bien commun. Un jour, alors qu'elle aidait sa grand-mère à la sortie de la boulangerie du coin, Chloé surprit une conversation. Manon Girard, une mère célibataire du village, était en larmes, expliquant à la boulangère que son propriétaire, Stéphane Martin, l'expulsait, elle et ses 2 jeunes enfants. « Je n'ai nulle part où aller », sanglotait Manon. « J'ai payé chaque centime à temps, mais il prétend que j'ai enfreint le bail. » « C'est faux, je le jure. » Le cœur de Chloé se serra. Elle s'approcha de Manon après sa conversation et lui demanda ce qui s'était passé. Manon lui expliqua que son propriétaire prétendait qu'il y avait trop de personnes vivant dans l'appartement. « Il n'y a que moi et mes bébés », insista Manon. « Il ment parce qu'il veut augmenter le loyer pour quelqu'un d'autre. » L'esprit de Chloé s'emballa. Elle demanda à Manon si elle avait conservé des copies de ses paiements et du contrat de location. Manon hocha la tête, affirmant qu'elle avait tout rangé dans un dossier à la maison. Une étincelle de détermination s'alluma dans les yeux de Chloé. « Laissez-moi vous aider, dit-elle fermement. Je pense que vous avez un dossier solide. » Manon la regarda, incrédule. « Mais tu n'es qu'une enfant. » Chloé sourit. « On me l'a déjà dit. Faites-moi confiance. » Durant les jours qui suivirent, Chloé se plongea dans l'étude des documents de Manon. Les affirmations du propriétaire étaient truffées d'incohérences. Elle décida de rédiger une lettre formelle à M. Martin, exigeant qu'il cesse la procédure d'expulsion et le menaçant de poursuites judiciaires s'il ne se conformait pas. Lorsque le propriétaire ignora sa lettre, elle aida Manon à déposer une plainte auprès du tribunal d'instance. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. L'adolescente qui avait toujours le nez dans les livres se dressait pour la justice. L'affaire attira l'attention des journalistes locaux, et l'implication de Chloé fit la une de toutes les petites publications de la région. Mais tout le monde n'était pas impressionné. Certains remettaient en question ses qualifications, tandis que d'autres se moquaient de l'idée qu'une adolescente puisse s'attaquer à une affaire aussi sérieuse. À l'approche de la date du procès,
Manon devenait de plus en plus anxieuse. Et si nous perdons? Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Chloé la rassura, mais au fond d'elle-même, elle savait que les enjeux étaient énormes. Il ne s'agissait pas seulement de Manon, il s'agissait de se dresser contre l'injustice et de prouver que ni l'âge ni la couleur de peau ne déterminaient la compétence. Le jour de l'audience, la salle d'audience était bondée. Des spectateurs, des journalistes et même quelques avocats étaient venus observer la jeune avocate en action. Chloé, vêtue d'un simple blazer bleu marine et d'une jupe, se déplaçait avec une confiance tranquille qui démentait son jeune âge. Mais dès qu'elle s'avança pour prendre la parole, le juge Dubois l'interrompit. « Et qui êtes-vous censé être » demanda-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. « Je représente la plaignante, votre honneur, » répondit calmement Chloé. Le juge eut un petit rire, secouant la tête. « Vous devez plaisanter. Est-ce une caméra cachée ?» La salle se remplit de chuchotements et de rires étouffés. Chloé resta impassible, son expression inchangée. Le juge Dubois continua de la ridiculiser, remettant en question sa crédibilité et faisant des remarques sur le fait que les jeunes de nos jours ne comprenaient pas la gravité de la loi. Chloé endura tout en silence, attendant son moment. Quand l'occasion se présenta enfin, elle exposa son cas avec une précision et une clarté chirurgicale, citant la jurisprudence et révélant les mensonges du propriétaire. La salle devint silencieuse tandis qu'elle parlait, ses mots commandant l'attention et le respect. Mais le moment qui laissa tout le monde sans voix fut celui où elle révéla sa véritable identité, Chloé Moreau, un prodige juridique certifié qui avait réussi l'examen du barreau à seulement 16 ans, un secret qu'elle avait gardé jusqu'à présent. La salle d'audience explosa en un chaos indescriptible tandis que le marteau du juge Dubois s'abattait sur son pupitre. Et alors que Chloé se tenait droite, prête à porter le coup de grâce aux arguments fragiles de l'accusation, le juge se pencha en avant, le visage blême. L'audience est suspendue pour une pause de 10 minutes, balbutia-t-il, ayant clairement besoin de temps pour digérer ce qui venait de se produire. Les yeux de Chloé le suivirent alors qu'il se retirait dans ses appartements, et un petit sourire se dessina sur son visage. Ce n'était que le début. Le brouhaha envahit la salle d'audience. Les spectateurs se penchaient les uns vers les autres, chuchotant à propos de l'avocate adolescente qui venait de stupéfier le juge et l'accusation. Certains s'émerveillaient de son sang-froid, d'autres restaient sceptiques, insistant sur le fait que tout cela devait être un canular élaboré. Chloé resta assise à la table de la plaignante, les mains jointes. Malgré son apparence composée, son cœur battait la chamade. Elle avait révélé ses qualifications, une décision audacieuse, mais non sans risque. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Manon se pencha vers elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit. « Chloé, es-tu sûre que nous allons gagner ? Ils agissent comme si tu étais une sorte d'imposteur. » Chloé se tourna vers elle, sa voix assurée. « Ils agissent ainsi parce qu'ils ont peur. La vérité est de notre côté, Manon. Fais-moi confiance. » Avant que Manon ne puisse répondre, l'huissier annonça le retour du juge. Le silence se fit dans la salle alors que le juge Dubois rentrait, son visage un masque impénétrable. Il prit place et s'éclaircit la gorge. « L'audience reprend, » dit-il, sa voix plus ferme qu'auparavant. Son regard se posa sur Chloé, mais l'arrogance d'avant avait disparu. « Mademoiselle Moreau, le tribunal reconnaît vos qualifications. Vous pouvez continuer. Mais je vous conseille de procéder avec prudence. Vous représentez toujours votre cliente dans une affaire très sérieuse. » Chloé se leva et se dirigea vers l'avant de la salle d'audience, chacun de ses mouvements délibérés. Elle sentait le poids des regards sur son dos, mais elle fit abstraction, se concentrant uniquement sur la tâche à accomplir. « Votre honneur, » commença-t-elle, « je voudrais soumettre des preuves supplémentaires qui sapent davantage les affirmations de la défense. » Elle s'approcha du prétoire et tendit au juge une pile de documents, des copies de mai entre Manon et le propriétaire, qui contredisaient toutes ses affirmations sur les violations du bail. Chloé avait surligné les phrases clés en jaune vif, s'assurant que rien ne puisse être manqué. Le juge Dubois étudia les documents en silence, son expression devenant plus grave à chaque seconde. Quand il releva enfin les yeux, il se tourna vers l'avocat du propriétaire, Nicolas Dupont. « Maître Dupont, » dit le juge, sa voix tranchante, « ces emails contredisent directement le témoignage de votre client. Avez-vous une explication à cela ?» L'avocat, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants, hésita. « Votre honneur, ces emails pourraient avoir été fabriqués.
Nous aurions besoin de temps pour vérifier leur authenticité. Chloé ne sia pas. Votre honneur, j'avais anticipé cet argument, dit-elle en sortant une autre feuille de papier. Voici la chaîne de possession de ces emails, y compris la vérification des métadonnées par un expert certifié en criminalistique numérique. La salle d'audience éclata de nouveau en murmures. Le marteau du juge Dubois retentit avec un bruit sourd. Silence. J'ai dit silence. Chloé retourna à sa place, sa confiance inébranlable. Le juge se retourna vers l'avocat du propriétaire. Maître Dupont, à moins que vous ne puissiez fournir des preuves concrètes pour réfuter cela, je n'aurai d'autre choix que de considérer ces emails comme valides. L'avocat de la défense bafouilla, clairement pris au dépourvu. Votre honneur, Nous avons besoin de temps supplémentaire pour examiner. Refusé, l'interrompit le juge, son ton glacial. Nous avons déjà perdu trop de temps sur cette affaire. Mademoiselle Moreau, continuez. Chloé se leva de nouveau, sa voix inébranlable alors qu'elle décrivait la chronologie des événements, liant les actions du propriétaire à des violations claires des lois sur le logement. Elle évoqua un précédent après l'autre, chacun renforçant le cas de Manon. À un moment donné, le propriétaire lui-même, un homme costaud au visage acariâtre, se pencha pour chuchoter furieusement à son avocat. Chloé le remarqua mais ne se laissa pas distraire. Au lieu de cela, elle continua, ses arguments devenant de plus en plus persuasifs à chaque minute. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Chloé commençait à résumer ses derniers points, le propriétaire se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Elle ment » cria-t-il en pointant Chloé du doigt. « Tout ça est un coup monté. Impossible qu'une gamine comme elle connaisse toutes ces choses juridiques. » La salle d'audience sombra de nouveau dans le chaos. Le juge Dubois frappa son marteau à plusieurs reprises, sa voix tonnant au-dessus du bruit. Silence dans la salle. Asseyez-vous, monsieur Martin, ou je vous accuserai d'outrage à magistrat. Le propriétaire s'assit à contre-cœur, sa poitrine se soulevant de fureur. Chloé prit une profonde inspiration, maintenant son calme malgré l'éclat. Votre honneur, dit-elle calmement, si monsieur Martin a des preuves pour étayer ses accusations, je l'invite à les présenter. Sinon, je demande que le tribunal se concentre sur les faits. Le juge hocha la tête, son expression sévère. Monsieur Martin, vous resterez silencieux à moins d'être appelé à parler. Mademoiselle Moreau, vous pouvez continuer. Chloé termina sa présentation, ses remarques finales prononcées avec la précision et l'autorité de quelqu'un ayant le double de son âge. Quand elle s'assit enfin, une vague de soulagement la submergea, mais elle savait que la bataille n'était pas encore terminée. L'avocat de la défense appela son témoin suivant, un agent d'entretien de l'immeuble, David Fournier, qui affirma avoir vu plusieurs personnes entrer et sortir du logement de Manon. Chloé écouta attentivement, prenant des notes. Quand ce fut son tour de contre-interroger, elle s'approcha de la barre des témoins d'un pas calme et mesuré. Monsieur Fournier, commença-t-elle, vous avez témoigné avoir vu plusieurs personnes entrer et sortir de l'appartement de Madame Girard. Pouvez-vous préciser combien de personnes et quand cela s'est produit? L'homme hésita. Peut-être 4 ou 5 personnes. Et c'était il y a quelques mois. Chloé hocha la tête. Il y a quelques mois. Vous souvenez-vous des dates exactes? Non, pas exactement, admit-il. Avez-vous signalé cela à quelqu'un à l'époque? Eh bien, non, dit l'homme, se tortillant sur son siège. Ça ne semblait pas si important à l'époque. Les lèvres de Chloé s'étirèrent en un léger sourire. Donc, pour clarifier, vous êtes incapable de fournir des dates spécifiques ou des preuves pour étayer votre affirmation, est-ce exact? L'homme fronça les sourcils mais hocha la tête. Oui, je suppose. Merci, monsieur Fournier, dit Chloé en s'éloignant de la barre. En retournant à sa place, elle jeta un coup d'œil à Manon, qui lui adressa un sourire nerveux mais reconnaissant. Le reste de la journée fut sans histoire comparée au drame précédent, mais une tension épaisse flottait dans l'air lorsque le tribunal leva la séance. Dehors, les journalistes assaillirent Chloé et Manon, criant des questions et prenant des photos. Chloé protégea Manon du mieux qu'elle put, la guidant à travers la foule. De retour à sa maison de campagne, Chloé s'effondra sur le canapé, l'épuisement la rattrapant enfin. Monique lui tendit une tasse de tisane et s'assit. « Tu as été incroyable aujourd'hui » dit doucement sa grand-mère. « Je suis si,
Si fier de toi. Chloé réussit à esquisser un sourire fatigué. Merci, mamie. Mais ce n'est pas fini. Demain sera encore plus difficile. Monique tendit la main et serra la sienne. Tu vas y arriver, Chloé. Souviens-toi juste pourquoi tu le fais. Chloé hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Pour des gens comme Manon. Pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez. Le lendemain matin, Chloé arriva tôt au tribunal, prête à affronter tout ce qui se présenterait. Mais en franchissant les portes, elle fut accueillie par un spectacle qu'elle n'avait pas anticipé. 2 gendarmes se tenaient près de l'entrée, parlant avec le propriétaire. L'un des gendarmes repéra Chloé et se dirigea vers elle, une expression sombre sur le visage. Mademoiselle Moreau, dit-il, nous devons vous parler. Chloé se figea un instant, son esprit s'emballant. Elle scruta l'expression du gendarme, cherchant le moindre indice de ce que cette confrontation pouvait signifier. Manon, qui marchait quelques pas derrière elle, la rattrapa et sentit immédiatement la tension. Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ? Demanda Chloé, gardant sa voix stable. Le gendarme jeta un coup d'œil au propriétaire, qui souriait d'un air suffisant de l'autre côté du hall. Nous avons reçu un signalement de monsieur Martin, dit le gendarme. Il allègue que vous avez falsifié des preuves dans cette affaire. Manon eut le souffle coupé, sa main volant à sa bouche. Le pouls de Chloé s'accéléra, mais elle se força à rester calme. C'est une accusation grave, dit-elle. Quelle preuve a-t-il pour la soutenir ? Le gendarme se sentit mal à l'aise. Nous ne sommes pas là pour déterminer cela. Nous faisons simplement notre travail. Nous avons besoin que vous veniez à la gendarmerie pour répondre à quelques questions. Le regard suffisant sur le visage du propriétaire s'élargit. Chloé croisa son regard, son expression inflexible. Je comprends, dit-elle au gendarme. Mais j'aimerais parler avec ma cliente et mon conseiller juridique avant d'aller où que ce soit. Le gendarme hésita, mais acquiesça. Bien. Ne tardez pas trop. Chloé se tourna vers Manon et parla à voix basse. C'est une tactique d'intimidation. Il essaie de nous déstabiliser parce qu'il sait que son dossier s'effondre. Mais s'il t'arrête ? Chuchota Manon, la panique montant dans sa voix. Et s'ils ? Ils ne le feront pas, dit fermement Chloé. Je n'ai rien fait de mal, et ils n'ont aucune preuve. Reste calme et ne dis rien au propriétaire ou à son avocat. Manon hocha la tête à contre-cœur. Chloé s'écarta ensuite et appela sa grand-mère. Monique répondit à la première sonnerie. Chloé, tout va bien ? Mamie, j'ai besoin que tu contactes Maître Harris, dit Chloé, faisant référence à un ami de la famille, un avocat à la retraite. Le propriétaire vient de porter une fausse accusation contre moi, et la gendarmerie veut m'interroger. La voix de Monique se durcit. Reste forte, ma chérie. Je vais le contacter tout de suite. Ne les laisse pas t'intimider. Je ne le ferai pas, promit Chloé avant de raccrocher. Elle se retourna vers le gendarme qui attendait à proximité. Je suis prête, dit-elle. Mais je veux qu'il soit clair que je n'ai rien fait d'illégal. C'est une tentative de m'intimider. Le gendarme hocha la tête mais ne répondit pas. Alors qu'il se dirigeait vers la gendarmerie, Chloé garda la tête haute, refusant de donner au propriétaire la satisfaction de l'avoir flanché. À la gendarmerie, Chloé fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire. Elle était nue, à l'exception d'une table en métal et de 2 chaises. L'un des gendarmes qui l'avait escortée s'assit en face d'elle, plaçant un magnétophone sur la table. Mademoiselle Moreau, commença le gendarme, vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous devons vous poser quelques questions sur les preuves que vous avez soumises au tribunal. Monsieur Martin prétend qu'elles ont été fabriquées. Chloé croisa les mains sur la table, son expression calme. Les preuves que j'ai soumises sont authentiques. J'ai des documents pour prouver leur validité, y compris un rapport de chaîne de possession d'un expert certifié en criminalistique numérique. Le gendarme fronça légèrement les sourcils. Avez-vous ces documents avec vous ? Ils sont dans mon dossier, qui est resté au tribunal, répondit Chloé. Vous êtes libre de les examiner. Le gendarme hésita, puis se renversa sur sa chaise. Pourquoi monsieur Martin ferait-il ces accusations si elles n'étaient pas vraies ? Parce qu'il est désespéré, dit Chloé sans ambages. Son dossier s'effondre et il le sait.
C'est sa façon d'essayer de me discréditer et de retarder la procédure. Le gendarme l'étudia un instant, puis se leva. Attendez ici. Chloé expira lentement alors que le gendarme quittait la pièce. Malgré son apparence calme, elle ne put s'empêcher de ressentir une lueur de doute. Et si cela faisait dérailler l'affaire? Et s'il croyait les mensonges du propriétaire? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Le gendarme revint, suivi de maître Harris, l'ami de la famille et avocat à la retraite que Monique avait contacté. C'était un homme plus âgé aux yeux vifs et à la démarche assurée. Il fit un signe de tête rassurant à Chloé avant de s'adresser au gendarme. « Je suis ici en tant que conseil juridique de mademoiselle Moreau, dit maître Harris. Quel est exactement le fondement de cet interrogatoire ?» Le gendarme expliqua les accusations du propriétaire, mais tandis que maître Harris écoutait, son expression ne vacilla pas. Quand le gendarme eut terminé, maître Harris se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « C'est une affirmation sans fondement, dit-il. Si monsieur Martin a des preuves pour étayer ses allégations, qu'il les présente. Sinon, vous retenez ma cliente sans motif. » Le gendarme se sentit mal à l'aise. « Nous ne la retenons pas. » « Alors elle est libre de partir, » l'interrompit maître Harris. « À moins que vous ne prévoyiez de l'arrêter, cette conversation est terminée. » Le gendarme hésita, mais finit par hocher la tête. « Elle est libre de partir. Mais nous suivrons cette affaire. » Chloé se leva, sa confiance revenant. « Je serai heureuse de coopérer dans les limites de la loi, » dit-elle. En quittant la gendarmerie, maître Harris posa une main sur l'épaule de Chloé. « Tu t'es bien débrouillée, dit-il. Mais sois prudente. Ce propriétaire joue un jeu dangereux. » Chloé hocha la tête. « Je m'y attendais. Merci d'être venu. »« Quand tu veux, » répondit maître Harris. « Maintenant, va gagner cette affaire. » Lorsque Chloé retourna au tribunal, Manon courut vers elle, le soulagement évident sur son visage. « Tu vas bien? Que s'est-il passé? » « Ils m'ont laissé partir, » dit Chloé. « Ils n'avaient rien contre moi. » Manon soupira de soulagement, mais la tension persistait dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« On s'en tient au plan, » dit fermement Chloé. « Ce n'est qu'un obstacle de plus. On va le surmonter. » L'audience reprit cet après-midi-là, mais l'atmosphère dans la salle était sensiblement différente. Le propriétaire était assis avec une expression suffisante, s'attendant clairement à ce que la rencontre avec la gendarmerie ait ébranlé Chloé. Mais alors qu'elle se levait pour continuer sa plaidoirie, c'était comme si rien ne s'était passé. Chloé démantela méthodiquement les défenses restantes du propriétaire, présentant des preuves et appelant des témoins qui témoignèrent de son historique d'exploitation des locataires. La tension dans la salle grandit à chaque minute, et à la fin de la journée, la confiance du propriétaire avait commencé à se fissurer. Mais juste au moment où Chloé sentait qu'il gagnait du terrain, un autre rebondissement jeta tout en péril. Alors que le tribunal se préparait à lever la séance, l'avocat du propriétaire se leva et s'adressa au juge. « Votre honneur, nous venons de recevoir de nouvelles preuves qui, nous le croyons, changeront le cours de cette affaire. Nous demandons une motion d'urgence pour les introduire demain. » Le juge fronça les sourcils. « Quel genre de preuves ?» L'avocat hésita, essayant clairement de rendre la chose plus dramatique qu'elle ne l'était. Des dossiers financiers qui suggèrent que Madame Girard a dissimulé des informations sur ses revenus. La salle d'audience éclata en murmures. Le cœur de Chloé se serra alors qu'elle jetait un coup d'œil à Manon, qui avait l'air complètement confuse. Le juge frappa son marteau pour rétablir le silence. « Nous examinerons la motion demain, » dit le juge Dubois. La cour lève la séance pour la journée. Alors que Chloé rangeait ses dossiers, elle ne pouvait se défaire du sentiment angoissant dans sa poitrine. Si l'équipe du propriétaire avait fabriqué des preuves, cela pourrait tout faire dérailler. Elle se tourna vers Manon, qui était pâle et tremblante. « Je ne comprends pas, » chuchota Manon. « Quel dossier financier ? Je n'ai rien à cacher. » Chloé posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. » Mais alors qu'elle sortait du tribunal, Chloé ne pouvait ignorer le pressentiment que la bataille allait devenir encore plus difficile. Et cette fois, les enjeux semblaient plus élevés que jamais. Cette nuit-là, Chloé resta éveillée tard dans sa chambre, passant au peigne fin chaque document, email et notes liées à l'affaire.
Elle savait que l'équipe du propriétaire utilisait toutes les astuces possibles, mais elle devait anticiper leur prochain coup. La mention de dossier financier n'avait aucun sens. Manon avait été transparente sur ses revenus, et Chloé avait elle-même examiné ses relevés bancaires. L'écran de l'ordinateur portable de Chloé brillait faiblement dans la pièce sombre alors qu'elle tapait des arguments et des stratégies possibles. Sa grand-mère, Monique, passa la tête dans l'embrasure de la porte, son expression douce et inquiète. « Tu as besoin de repos, ma chérie, dit doucement Monique. Tu ne peux pas mener cette bataille si tu es à bout de force. » Je sais, mamie, répondit Chloé sans lever les yeux. Mais je dois comprendre ce qu'ils préparent. Je ne peux pas les laisser nous prendre par surprise demain. Monique entra et posa une main sur l'épaule de Chloé. Tu as fait tout ce que tu pouvais ce soir. Fais-toi confiance et aie confiance que la vérité éclatera. Chloé soupira, hochant la tête à contre-cœur. Tu as raison, dit-elle en fermant son ordinateur portable. Je vais dormir un peu. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit, son esprit refusait de se calmer. Quel genre de preuves pouvait-il bien avoir? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour discréditer Manon? Le lendemain matin, la salle d'audience était de nouveau bondée. La nouvelle de la motion de dernière minute du propriétaire s'était répandue, et tout le monde était impatient de voir ce qui allait se passer. Chloé et Manon s'assirent à la table de la plaignante, essayant toutes deux de paraître calmes malgré la tension ambiante. Le juge Dubois entra, son visage toujours aussi sévère. « L'audience est ouverte », annonça-t-il. « Maître Dupont, vous pouvez procéder avec votre motion. » L'avocat du propriétaire, Nicolas Dupont, se leva et s'approcha du prétoire, portant un épais dossier. « Votre honneur, voici des dossiers financiers qui suggèrent que Madame Girard a reçu des revenus de sources non divulguées. Nous pensons que cette information est pertinente pour l'affaire, car elle concerne sa capacité à payer le loyer et les affirmations de difficultés financières qu'elle a faites. » Il tendit le dossier à l'huissier, qui le passa au juge. Le juge Dubois feuilleta les pages, le front plissé. « Mademoiselle Moreau, dit le juge en levant les yeux, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces preuves? » Chloé se leva. « Non, votre honneur. C'est la première fois que je les vois. Je demanderai du temps pour examiner ces documents et vérifier leur authenticité. » Nicolas Dupont s'objecta immédiatement. « Votre honneur, les preuves sont claires et devraient être admises immédiatement. Tout retard désavantagerait injustement mon client. » Chloé s'avança. « Votre honneur, ces preuves ont été présentées à la 11e heure, sans préavis. Compte tenu de la gravité de ces allégations, il est juste que nous ayons le temps de les examiner en profondeur. » Le juge réfléchit un instant avant d'acquiescer. « Mademoiselle Moreau a raison. La plaignante aura jusqu'à demain matin pour examiner ces preuves. » L'audience est levée pour la journée. Dès la fin de l'audience, Chloé et Manon se précipitèrent hors de la salle d'audience et trouvèrent un coin tranquille pour parcourir les documents. Le cœur de Chloé se serra en feuilletant les pages. Les dossiers comprenaient des relevés bancaires et des journaux de paiement qui semblaient suggérer que Manon avait reçu d'importantes sommes d'argent d'une source inconnue. « Je ne comprends pas, dit Manon, la voix tremblante. Je n'ai jamais vu ça avant. Ce ne sont pas les miens. » Chloé étudia attentivement les documents, son esprit analytique s'emballant. Ils ont l'air officiels, mais quelque chose cloche. Je vais creuser plus profondément. Elle sortit son ordinateur portable et commença à vérifier les numéros de compte et les détails des transactions. Après une heure de recherche minutieuse, elle trouva le premier indice. « Regarde ça, dit Chloé en pointant l'écran. Le compte d'où proviennent ces paiements appartient à une société appelée Harmonie Solutions. En as-tu déjà entendu parler? » Manon secoua la tête. « Non. Que font-ils? » Je ne suis pas encore sûr, dit Chloé, tapant furieusement. Mais je vais le découvrir. Sa recherche révéla que Harmonie Solutions était une société écran sans véritables activités commerciales. Son adresse indiquée était une boîte postale dans une région éloignée, et son site web était une seule page avec des descriptions vagues de services de conseil. L'instinct de Chloé lui disait que cette société était une façade, mais elle avait besoin de preuves. « Manon, ça pourrait être notre preuve irréfutable, dit Chloé. Si nous pouvons lier Harmonie Solutions à Monsieur Martin, nous pouvons prouver que ces dossiers ont été fabriqués. » « Mais comment faire ça? » demanda Manon, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Chloé se renversa en arrière,
son esprit s'emballant. Nous aurons besoin d'aide. Je vais appeler quelqu'un de confiance. Ce soir-là, Chloé rencontra Léo Petit, un ami féru de technologie de son village qui l'avait déjà aidé dans ses recherches. Léo était un étudiant en cybersécurité, et il aimait les défis. Des dossiers financiers fabriqués? Dit Léo en haussant un sourcil. C'est louche. Mais s'il y a une piste numérique, je la trouverai. Chloé lui tendit les documents et lui expliqua ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent. Les doigts de Léo volèrent sur son clavier alors qu'il commençait à fouiller dans Harmony Solutions. Après une heure de silence, il se renversa avec un sourire triomphant. Trouvé. Harmony Solutions est enregistré sous une société holding qui appartient à... Attends un peu. Ton propriétaire, Monsieur Martin. La mâchoire de Chloé se serra. Donc c'est lui qui est derrière tout ça. Il a créé de faux dossiers pour piéger Manon. On dirait bien, dit Léo. Et j'ai les miettes de pain numérique pour le prouver. Ces transactions ont été fabriquées à l'aide d'un logiciel de modèle. Un travail d'amateur. Chloé sourit pour la première fois de la journée. Léo, tu me sauves la vie. Je fais juste ma part, dit-il en haussant les épaules. Je t'enverrai tout ce dont tu as besoin. Mais sois prudente, les gars comme ça ne jouent pas franc jeu. Le lendemain matin, Chloé entra dans la salle d'audience avec un sentiment de détermination renouvelé. Elle avait passé la nuit à organiser les découvertes de Léo en une présentation complète, et elle était prête à démanteler le dernier stratagème du propriétaire. Lorsque l'audience reprit, Nicolas Dupont présenta avec confiance les dossiers financiers au tribunal, réitérant son affirmation selon laquelle Manon avait caché des revenus. Le juge Dubois se tourna vers Chloé. « Mademoiselle Moreau, êtes-vous prête à répondre ?» Chloé se leva, sa voix ferme. « Oui, votre honneur. Je voudrais présenter des preuves que ces dossiers financiers sont frauduleux et ont été fabriqués par Monsieur Martin pour discréditer ma cliente. » Des exclamations parcoururent la salle alors que Chloé s'avançait et commençait sa présentation. Elle expliqua le lien entre Harmony Solutions et M. Martin, détaillant comment la société avait été utilisée pour créer de fausses transactions. Elle remit des copies des découvertes de Léo, qui comprenaient des captures d'écran, des métadonnées et une explication étape par étape du processus de falsification. Au moment où elle termina, l'expression suffisante du propriétaire avait disparu. Il chuchotait furieusement à son avocat, qui avait l'air pâle et décontenancé. Le juge Dubois étudia les preuves pendant plusieurs longs moments avant de s'adresser directement au propriétaire. « Monsieur Martin, avez-vous une explication à cela ?» Le propriétaire bafouilla, son visage devenant rouge. « Je n'ai rien fait. C'est un coup monté. » L'expression du juge se durcit. « Les preuves disent le contraire. Je suis profondément troublé par ces actions, qui semblent être une tentative de manipuler ce tribunal. Je vais référer cette affaire pour une enquête plus approfondie. » Chloé retourna à sa place, son cœur battant la chamade. Elle avait gagné cette manche, mais elle savait que la bataille n'était pas terminée. Alors que le juge levait la séance, elle jeta un coup d'œil à Manon, qui la regardait avec des larmes de gratitude dans les yeux. Mais juste au moment où elle commençait à ranger leurs affaires, Nicolas Dupont se leva et fit une annonce qui glaça le sang de Chloé. « Votre honneur, à la lumière de ces allégations, mon client a l'intention de porter plainte en retour pour diffamation. Nous déposerons les documents immédiatement. » L'annonce frappa la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Une contre-poursuite. L'esprit de Chloé s'emballa. Elle savait que c'était une autre ruse du propriétaire pour intimider et épuiser Manon jusqu'à ce qu'elle abandonne. Mais cela ajoutait une nouvelle couche de complexité à un combat déjà exténuant. Le juge Dubois leva un sourcil sceptique vers Maître Dupont. « Vous avez l'intention de contre-attaquer pour diffamation après avoir été impliqué dans la fabrication de preuves. Ce tribunal exigera des preuves convaincantes pour ne serait-ce qu'envisager une telle demande. » Nicolas Dupont ajusta sa cravate, son expression suffisante. « Votre honneur, nous fournirons ces preuves. Les accusations contre mon client sont sans fondement, et nous pensons que cette affaire a injustement nui à sa réputation. » Le juge expira lourdement, clairement mécontent. « Vous pouvez déposer votre requête. Mais sachez que ce tribunal ne tolérera pas les litiges futiles. Procédez à vos risques et périls. » Le marteau tomba, ajournant la session pour la journée. Alors que la salle d'audience se vidait, Chloé resta assise,
ses pensées tourbillonnant. Manon s'assit à côté d'elle, visiblement ébranlée. Chloé, chuchota Manon, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-il vraiment faire ça? Chloé se tourna vers elle, les yeux remplis de détermination. Il bluffe, Manon. Il sait que son dossier est faible, alors il essaie de nous faire peur pour qu'on recule. Mais nous n'irons nulle part. Ce soir-là, Chloé réunit son équipe Manon, sa grand-mère Monique et Léo pour une session de stratégie d'urgence chez elle. Monique avait préparé de la tisane pour tout le monde, et l'arôme remplissait le petit salon tandis que Chloé exposait son plan. Cette contre-poursuite est une diversion, commença Chloé. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Si nous la laissons prendre de l'ampleur, cela pourrait brouiller les pistes et rendre plus difficile pour le juge de voir la vérité. Léo se pencha en avant. J'ai fouillé dans les dossiers financiers de Martin. Le type a des cadavres dans le placard, Chloé. J'ai trouvé des transactions liées à d'autres sociétés écrans, et il semble qu'il les ait utilisées pour échapper aux impôts et détourner de l'argent. Les yeux de Monique s'écarquillèrent. C'est grave. Est-ce que ça pourrait aider votre cas? Ça pourrait, dit Chloé, mais nous devons procéder avec prudence. Si nous en parlons, il nous faudra des preuves solides et une stratégie pour le lier à l'affaire. Manon avait l'air dépassée. C'est tellement. Je n'ai jamais voulu tout ça. Je voulais juste protéger mes enfants et garder notre maison. Chloé posa une main rassurante sur son épaule. Je sais, Manon. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Peu importe à quel point il joue salement, nous ne reculerons pas. Le lendemain, Chloé entra dans la salle d'audience, préparée pour une autre bataille. Fidèle à sa parole, Nicolas Dupont avait déposé la contre-poursuite, affirmant que les accusations de Manon avaient causé à M. Martin une grave détresse émotionnelle et un préjudice irréparable à sa réputation. Le juge Dubois examina la requête d'un œil sceptique. Maître Dupont, votre requête fait des affirmations audacieuses. Avez-vous des preuves pour étayer ces allégations? Nicolas Dupont hocha la tête. Oui, votre honneur. Nous avons l'intention d'appeler des témoins qui peuvent témoigner des dommages que ces accusations sans fondement ont causés à mon client. Chloé se leva. Votre honneur, nous pensons que cette contre-poursuite est une tentative de détourner l'attention du vrai problème, la mauvaise conduite de Monsieur Martin. Nous demandons la possibilité de faire déposer Monsieur Martin et ses témoins avant que cette requête ne soit examinée plus avant. Le juge réfléchit un instant. Très bien. Des dépositions seront programmées avant que nous n'allions plus loin. L'audience est levée. Une semaine plus tard, Chloé était assise dans une petite salle de réunion, face à M. Martin et son avocat. La déposition fut tendue dès le début. Nicolas Dupont essaya de dévier les questions et de détourner la conversation des sujets incriminants, mais Chloé était implacable. Monsieur Martin, dit-elle, son ton tranchant, pouvez-vous expliquer pourquoi des paiements de Harmonie Solutions sont liés à votre compte bancaire personnel? M. Martin se tortilla sur sa chaise. Ça ne vous regarde pas. C'est directement pertinent pour cette affaire, insista Chloé. Harmonie Solutions a fabriqué des dossiers financiers pour piéger ma cliente. Niez-vous votre lien avec cette société? Martin la foudroya du regard. Je n'ai pas à répondre à ça. Chloé se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. Vous devez le faire si vous voulez que ce tribunal croie que votre contre-poursuite a du mérite. L'avocat de Martin intervint rapidement. Objection. Ces questions ne sont pas pertinentes pour la contre-poursuite. Chloé se tourna vers lui, impassible. Elles sont tout à fait pertinentes, compte tenu des allégations contre ma cliente. Si vous voulez parler de diffamation, parlons des dommages causés par les fausses accusations de Monsieur Martin. La tension dans la pièce était palpable. L'avocat de Martin changea de tactique, redirigeant la conversation vers la contre-poursuite, mais les fissures dans leur dossier se montraient déjà. Au fil des jours, l'équipe de Chloé découvrit des preuves encore plus accablantes contre M. Martin. L'enquête de Léo révéla que Harmonie Solutions n'était pas la seule société écran qu'il contrôlait, plusieurs autres étaient liés à des stratagèmes frauduleux visant des locataires à faible revenu. Armée de ces informations, Chloé se prépara à présenter ses conclusions au tribunal. Mais à l'approche de l'audience, la pression commença à se faire sentir. Les journalistes harcelaient Chloé et Manon, transformant l'histoire en titre à sensation. Les réseaux sociaux étaient en effervescence,
avec des débats sur l'affaire, et Chloé se retrouva la cible à la fois d'admiration et de critiques. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le salon de sa grand-mère, Monique s'assit à côté d'elle. « Tu portes beaucoup de choses sur tes épaules, Chloé, » dit doucement Monique. « Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Chloé soupira, son épuisement visible. « Je veux juste faire ce qui est juste, mamie. Mais parfois, j'ai l'impression que le monde entier est contre moi. » Monique sourit doucement. La vérité a une façon de briller, peu importe à quel point les choses semblent sombres. Continue juste d'avancer, un pas à la fois. Lorsque le tribunal se réunit de nouveau, l'atmosphère était électrique. Chloé présenta ses conclusions avec précision, liant le réseau de sociétés écran de M. Martin a un schéma de fraude et d'abus. Elle décrivit comment il avait utilisé ses stratagèmes pour intimider les locataires et faire taire les critiques. Le juge Dubois écouta attentivement, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Quand Chloé termina, la salle d'audience était silencieuse. « Maître Dupont, » dit le juge en se tournant vers l'avocat du propriétaire, « avez-vous une réponse à ces allégations ?» Dupont bafouilla, clairement pris au dépourvu. « Votre honneur, nous pensons que ces affirmations ne sont pas liées à la contre-poursuite. » Le juge le coupa. « Pas liées ? Elles touchent directement à la crédibilité et au schéma de comportement de votre client. Ce tribunal ne procédera pas à la contre-poursuite tant que ces allégations n'auront pas été entièrement examinées. » Chloé sentit une vague de soulagement, mais elle fut de courte durée. Alors que le juge se préparait à lever la séance, une agitation éclata au fond de la salle d'audience. Deux hommes en costume entrèrent, montrant des badges. « Votre honneur, » dit l'un d'eux, « nous sommes des enquêteurs fédéraux. Nous menons une enquête sur Monsieur Martin, et nous avons un mandat d'arrêt contre lui. » Des exclamations remplirent la salle d'audience alors que les agents s'approchaient du propriétaire, qui devint blême. « C'est une erreur !» cria-t-il alors qu'il lui passait les menottes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Chloé regarda, son cœur battant. C'était une victoire, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que le combat n'était pas encore terminé. La salle d'audience était en plein chaos alors que les agents fédéraux emmenaient M. Martin menotté. Ses protestations résonnèrent dans la pièce, mais les murmures de la foule le noyèrent rapidement. Chloé resta assise, figée sur son siège, son esprit tourbillonnant. Elle n'avait pas anticipé l'arrestation du propriétaire, mais elle savait que cela pourrait changer radicalement le cours de l'affaire. Le juge Dubois frappa son marteau, exigeant le silence. Ce tribunal se réunira de nouveau demain pour déterminer la marche à suivre, annonça-t-il avant de lever la séance. Manon se tourna vers Chloé, la voix tremblante. « Est-ce que ça veut dire que c'est fini ? Va-t-il aller en prison ?» Chloé secoua la tête. « C'est un développement majeur, mais ça ne met pas automatiquement fin à l'affaire. Nous devons voir comment cela va se dérouler. » Plus tard dans la soirée, Chloé s'assit avec Léo et Monique dans la cuisine, passant en revue les événements de la journée. Léo avait suivi les nouvelles en ligne, où les articles sur l'arrestation de Martin se propageaient comme une traînée de poudre. « On dirait que les fédéraux enquêtaient sur lui depuis des années, » dit Léo en faisant défiler son ordinateur portable. Fraude fiscale, fraude électronique, exploitation des locataires. Tout y est. Ce type a monté des combines dans toute la région. Monique se renversa sur sa chaise, l'expression sombre. Pas étonnant qu'il ait été si désespéré de faire taire Manon. Révéler cette affaire a probablement fait pencher la balance pour les enquêteurs. Chloé hocha la tête, le front plissé par la pensée. Nous devons nous préparer pour demain. Martin est peut-être hors jeu pour l'instant, mais son avocat essaiera probablement de poursuivre la contre-poursuite. Léo fronça les sourcils. Même sans Martin ? Ils essaient toujours de se battre ? Probablement, dit Chloé. Mais le juge sait que la vérité est de notre côté. Nous devons juste nous assurer de garder une longueur d'avance. Le lendemain matin, la salle d'audience était plus calme que d'habitude. L'absence de M. Martin était palpable, mais Maître Dupont, son avocat, était présent, l'air plus hagard que jamais. Chloé et Manon prirent place, se préparant à tout ce qui pourrait arriver. Le juge Dubois entra et s'adressa à la salle. Avant de continuer, je souhaite aborder les récents développements. L'arrestation de Monsieur Martin soulève de sérieuses questions sur l'intégrité de cette affaire et de la contre-poursuite.
Cependant, ce tribunal a toujours le devoir d'évaluer toutes les preuves avant de rendre une décision. Nicolas Dupont se leva, la voix hésitante. Votre honneur, bien que mon client ne soit pas disponible, je crois que la contre-poursuite devrait se poursuivre sur la base du bien fondé de nos arguments. Chloé se leva en réponse. Votre honneur, la contre-poursuite n'a aucun fondement. Les preuves fabriquées, l'arrestation de Monsieur Martin et son historique établi de mauvaise conduite sapent toute crédibilité que la défense pourrait avoir. Le juge hocha lentement la tête. Mademoiselle Moreau avance un argument solide. Cependant, je permettrai à la défense de présenter son cas avant de rendre une décision. Maître Dupont, vous pouvez continuer. Nicolas Dupont appela son premier témoin, un locataire d'une autre propriété appartenant à M. Martin. L'homme affirma que Martin avait toujours été gentil et juste, insistant sur le fait que les accusations portées contre lui étaient des malentendus. Chloé écouta attentivement, prenant des notes. Quand ce fut son tour de contre-interroger, elle s'approcha de la barre avec confiance. Monsieur Davis, commença-t-elle, vous avez témoigné que Monsieur Martin était un propriétaire juste. Pouvez-vous confirmer si vous avez déjà eu des différends avec lui? L'homme hésita. Non, pas personnellement. Avez-vous déjà été menacé d'expulsion ou confronté à des augmentations de loyer inattendues? Eh bien, non, admit-il. Savez-vous que Monsieur Martin possède plusieurs propriétés sous différents noms d'entreprise? Insista Chloé. Le témoin se tortilla sur son siège. J'ai entendu des rumeurs. Chloé sourit faiblement. Les rumeurs peuvent être révélatrices, n'est-ce pas? Pas d'autres questions, votre honneur. Au fil de la journée, le dossier de la défense commença à s'effondrer. Leurs témoins n'offrirent guère plus que des éloges vagues pour Martin, et aucun ne put réfuter les preuves accablantes contre lui. Dans l'après-midi, il était clair que Nicolas Dupont était à court de stratégie. Quand ce fut le tour de Chloé de faire sa plaidoirie finale, elle se leva avec la confiance tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. Votre honneur, commença-t-elle, cette affaire concerne plus que ma cliente. Il s'agit de se dresser contre ceux qui abusent de leur pouvoir pour exploiter les autres. L'arrestation de Monsieur Martin et les preuves que nous avons présentées ne laissent aucun doute sur ses actions. Cette contre-poursuite est une tentative désespérée de détourner le blâme, et elle n'a aucun fondement dans la vérité. Elle se tourna vers Manon, qui était assise nerveusement à la table de la plaignante. Madame Girard est une mère travailleuse qui n'a rien fait de mal. Elle mérite la justice, et ce tribunal a le pouvoir de la lui rendre. Alors que Chloé retournait à sa place, elle aperçut Nicolas Dupont. Ses épaules étaient affaissées, et il évitait son regard. Le juge prit un long moment pour revoir ses notes avant de s'adresser au tribunal. Sur la base des preuves présentées, il est clair que la contre-poursuite manque de fondement. Ce tribunal rejette la contre-poursuite avec préjudice et procédera à l'examen de l'affaire initiale. Une vague de soulagement submergea Chloé et Manon. La contre-poursuite était officiellement morte, et le chemin vers la victoire semblait plus clair que jamais. Mais alors que la salle d'audience commençait à se vider, un huissier s'approcha de Chloé avec une enveloppe scellée. « Ceci vient d'être livré pour vous, dit-il. » Chloé l'ouvrit avec précaution, son cœur battant la chamade en lisant le contenu. C'était une assignation. L'équipe juridique de Martin avait déposé une requête pour introduire de nouvelles preuves, et l'audience était fixée au lendemain. Son soulagement fut de courte durée. Le combat était loin d'être terminé. Le cœur de Chloé se serra en lisant l'assignation. De nouvelles preuves, murmura-t-elle, son esprit déjà en proie à des questions. Que pouvait bien avoir l'équipe de Martin à présenter? Et comment avait-il pu s'y prendre avec Martin derrière les barreaux? Manon, qui savourait le rejet de la contre-poursuite par le juge, remarqua le changement d'expression de Chloé. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle nerveusement. Chloé lui tendit le document. Il dépose une requête pour introduire de nouvelles preuves. Nous avons une audience demain. Le visage de Manon blêmit. De nouvelles preuves. Que peuvent-ils nous jeter d'autre à la figure? Chloé posa une main rassurante sur son épaule. Quoi que ce soit, nous serons prêtes. Ce n'est qu'une autre tentative désespérée pour gagner du temps. Ce soir-là, Chloé rentra chez elle et appela immédiatement Léo. Elle lui expliqua la situation, et il fut tout aussi perplexe qu'elle. De nouvelles preuves. C'est un coup audacieux, vu le pétrin dans lequel ils sont, dit Léo,
tapant furieusement sur son ordinateur portable. Ils doivent miser sur quelque chose de gros, ou alors ils bluffent. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas prendre de risques, répondit Chloé. J'ai besoin que tu creuses plus profondément dans l'équipe juridique de Martin. Vois s'ils ont travaillé avec quelqu'un de nouveau, surtout depuis son arrestation. Je m'en occupe, dit Léo. Je te tiendrai au courant. Le lendemain matin, Chloé entra dans la salle d'audience, la tête haute, même si l'incertitude la rongeait. Manon était assise à côté d'elle, serrant fermement ses mains sur ses genoux. La salle bourdonnait d'anticipation, les journalistes et les spectateurs impatients de voir ce que ce dernier rebondissement apporterait. Le juge Dubois entra, le visage impénétrable. L'audience est ouverte. Maître Dupont, vous avez demandé à introduire de nouvelles preuves. Veuillez en expliquer la pertinence. Nicolas Dupont se leva, tenant un dossier en manille. Sa confiance semblait restaurée, et cela inquiétait Chloé. Votre honneur, ces preuves remettent directement en question les affirmations de difficultés financières de la plaignante et sa crédibilité. Il tendit le dossier à l'huissier, qui le passa au juge. Dubois l'ouvrit, son expression neutre en examinant le contenu. Mademoiselle Moreau, dit le juge, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces preuves? Non, votre honneur, répondit Chloé. C'est la première fois que nous les voyons. Très bien, dit le juge. Vous aurez l'occasion de répondre après que Maître Dupont aura présenté son cas. Chloé se prépara alors que Nicolas Dupont s'adressait au tribunal. Votre honneur, voici des déclarations sous serment de plusieurs témoins qui prétendent avoir vu Madame Girard se livrer à des activités commerciales non déclarées, notamment l'exploitation d'une garderie à domicile payée en espèces. Des murmures parcoururent la salle d'audience. Le visage de Manon devint blanc, et elle se tourna vers Chloé, secouant la tête. Ce n'est pas vrai, chuchota-t-elle. Je ne sais pas de quoi il parle. Chloé hocha la tête, son esprit travaillant déjà à contrer l'affirmation. Ne t'inquiète pas, chuchota-t-elle en retour. On s'en occupe. Nicolas Dupont continua, présentant les déclarations et des photos qui prétendaient montrer des parents déposant des enfants à l'appartement de Manon. La défense soutenait que ce revenu sapait ses affirmations de difficultés financières et soulevait des questions sur sa crédibilité. Quand ce fut le tour de Chloé de contre-interroger, elle s'approcha du prétoire avec son calme habituel. Votre honneur, puis-je examiner ces déclarations sous serment? Le juge hocha la tête, et l'huissier lui remit des copies des documents. Chloé les parcourut rapidement, notant des divergences dans les signatures et le langage vague utilisé par les témoins. Maître Dupont, commença-t-elle, pouvez-vous confirmer l'identité de ces témoins et s'ils ont été interrogés sous serment? Nicolas Dupont hésita. Ils n'ont pas encore été interrogés, mais leurs déclarations sont signées et notariées. Chloé sourit faiblement. Notarié ne signifie pas crédible. Sans déposition, nous n'avons aucun moyen de vérifier l'authenticité de ces affirmations. Elle se tourna vers le juge. Votre honneur, je demande que ces témoins soient disponibles pour des dépositions avant que ces preuves ne soient admises. Le juge hocha la tête. C'est une demande raisonnable. Maître Dupont, organisez les dépositions de vos témoins d'ici la fin de la semaine. D'ici là, ces preuves ne seront pas prises en considération. Après l'audience, Chloé et Manon quittèrent le tribunal, le poids des nouvelles allégations pesant sur elles. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture, Manon finit par craquer. « Chloé, et s'il croit ça ?» dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je ne connais même pas ces gens. Comment puis-je prouver qu'ils mentent ?» Chloé la serra fort dans ses bras. « Nous le prouverons, Manon. Je te le promets. Ce n'est qu'un de leurs jeux, et nous allons le démasquer. » Ce soir-là, Léo appela avec une mise à jour. « Chloé, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » L'une des témoins qui a signé ces déclarations. Elle est liée à une société qui a des liens avec les propriétés de Martin. Les yeux de Chloé se plissèrent. « Tu veux dire qu'elle est sur sa liste de paix ?» Pas directement, précisa Léo. Mais elle a travaillé pour une société de gestion immobilière qui supervise certains de ses immeubles. C'est suffisant pour soulever des questions sur son impartialité. Chloé hocha la tête, un plan se formant dans son esprit. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Peux-tu recueillir plus de détails? Déjà dessus, dit Léo. Et écoute ça,
2 des autres témoins ont des liens avec Harmonie Solutions. Je t'envoie tout maintenant. Chloé sourit pour la première fois de la journée. Léo, tu es un sauveur. Le lendemain matin, Chloé prépara sa stratégie de déposition. Lorsque les témoins furent appelés, elle démantela systématiquement leur crédibilité. Elle présenta les découvertes de Léo, montrant leur lien avec Martin et remettant en question leur motivation. Une témoin, visiblement nerveuse, admit sous la pression qu'elle avait été payée pour signer la déclaration. Une autre affirma n'avoir aucune connaissance des allégations, disant qu'on lui avait dit qu'elle signait une pétition sur les droits des locataires. À la fin des dépositions, il était clair que les nouvelles preuves n'étaient qu'une autre fabrication. Chloé présenta ses conclusions au juge Dubois, qui n'était visiblement pas impressionné par les tactiques de la défense. « Maître Dupont, dit le juge d'un ton sévère, ce tribunal en a assez de ces distractions sans fondement. Les preuves que vous avez présentées sont irrecevables, et j'envisage des sanctions contre votre client pour avoir tenté d'induire ce tribunal en erreur. » Chloé et Manon échangèrent des regards soulagés, mais la victoire était douce amère. L'acharnement de l'équipe de Martin montrait clairement qu'il n'avait pas fini de se battre. Alors que l'audience était levée, Chloé sortit dans l'air vif, sa détermination plus forte que jamais. Mais alors qu'elle s'approchait de sa voiture, un homme en costume sombre sortit de l'ombre. « Mademoiselle Moreau, dit-il, son ton glacial. Un conseil, laissez tomber. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Chloé le dévisagea, son pouce accélérant, mais sa voix ne trembla pas. « Si c'est une menace, il faudra faire mieux. Parce que je n'irai nulle part. » L'homme en costume sombre gratifia Chloé d'un sourire glacial, ses yeux se plissant. « Comme vous voudrez, dit-il, son ton dégoulinant de moquerie. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans le parking bondé. Manon, qui venait de sortir du tribunal, se précipita vers Chloé. « Qui était-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, répondit Chloé, ses yeux balayant la zone. Mais il est clair que l'équipe de Martin ne se contente pas de jouer salement. Il passe à la vitesse supérieure. » Le visage de Manon était blême. « Chloé, ça devient dangereux. Peut-être qu'on devrait. » « Non, » l'interrompit fermement Chloé. « C'est exactement ce qu'ils veulent. Si nous reculons maintenant, ils gagnent. Et ils continueront à faire ça à d'autres personnes. » Manon hocha la tête à contre-cœur, mais la peur dans ses yeux restait. Ce soir-là, Chloé s'assit à son bureau, rejouant la rencontre dans son esprit. Le ton de l'homme, sa démarche assurée, et la menace vague mais précise. Tout semblait calculé. Elle appela Léo, espérant qu'il pourrait éclaircir la situation. « Salut Chloé, » répondit Léo. « Quoi de neuf ?» Elle raconta l'incident du parking, décrivant l'homme en détail. « Je ne sais pas qui il est, mais il est clairement lié à Martin ou à son équipe. Peux-tu enquêter sur toute nouvelle personne qu'ils auraient pu embaucher ?» Léo soupira. « C'est possible qu'ils aient fait appel à des enquêteurs privés ou à des consultants. Je vais fouiller et voir ce que je peux trouver. » « Merci, Léo, dit Chloé. Et préviens-moi si quelque chose semble bizarre. J'ai le sentiment que ce n'est pas fini. » Le lendemain matin, Chloé arriva tôt au tribunal, déterminée à garder le contrôle de l'affaire. À sa grande surprise, le juge Dubois la convoqua dans son bureau avant le début de la session. « Mademoiselle Moreau, dit-il, son expression inhabituellement grave, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Monsieur Martin demandant de reporter les procédures indéfiniment, citant les problèmes juridiques de son client et son incapacité à participer. » Le front de Chloé se plissa. « Votre honneur, c'est une autre tactique dilatoire. La défense a tenté à plusieurs reprises de faire dérailler cette affaire. Leur accorder un report indéfini créerait un dangereux précédent. » Le juge hocha la tête, pensif. « Je suis d'accord que la demande est suspecte, mais le tribunal doit équilibrer l'équité et l'efficacité. Avez-vous une proposition sur la façon dont nous devrions procéder ?» Chloé prit une profonde inspiration. « Votre honneur, je demande que l'affaire aille de l'avant sans plus de délai. Si Monsieur Martin n'est pas disponible, son équipe juridique peut le représenter sur la base des preuves déjà soumises. » Le juge Dubois se renversa sur sa chaise, considérant ces mots. « Très bien. Je vais rejeter la demande de la défense pour un report indéfini et fixer une date d'audience finale.
Soyez prête à présenter les plaidoiries finales la semaine prochaine. L'annonce fit l'effet d'une bombe dans la salle d'audience. Lorsque la session reprit, Nicolas Dupont, clairement non préparé à ce développement, se précipita pour objecter, mais le juge resta ferme. Cette affaire a trop traîné, déclara le juge Dubois. Les deux parties présenteront leur plaidoirie finale la semaine prochaine, et ce tribunal rendra une décision. Après la levée de l'audience, Manon se tourna vers Chloé, sa voix remplie d'un mélange de soulagement et d'anxiété. Alors, c'est ça? C'est presque fini? Chloé hocha la tête. Presque. Mais nous devons nous assurer que notre plaidoirie finale est béton. C'est notre chance de conclure l'affaire. Ce soir-là, Léo appela avec une mise à jour. Chloé, tu ne vas pas le croire, dit-il, sa voix empreinte d'urgence. J'ai découvert qui est ce type du parking. Il s'appelle Philippe Lambert, et c'est un enquêteur privé avec une réputation de faire du travail douteux. Douteux comment? Demanda Chloé, son estomac se nouant. Harcèlement, intimidation, fabrication de preuves. Tout y est. Il a été lié à plusieurs affaires très médiatisées où l'opposition a soudainement abandonné après son intervention. Chloé expira brusquement. Donc, ils essaient de nous faire peur pour qu'on abandonne. Exactement, dit Léo. Mais voilà le clou du spectacle, Lambert est lié à une autre des sociétés écrans de Martin. Il le paie directement. Les yeux de Chloé se plissèrent. C'est exactement le genre de schéma que nous devons montrer au juge. Peux-tu m'envoyer tout ce que tu as sur Lambert? C'est en route, répondit Léo. Sois juste prudente, Chloé. Ce type ne respecte pas les règles. Le lendemain, Chloé intégra les découvertes de Léo dans son dossier. Elle savait que présenter cette information pouvait être risqué, la présence de Lambert n'était pas directement liée à l'affaire, mais elle brossait un tableau clair des tactiques et du manque de crédibilité de Martin. Pendant qu'elle travaillait, Manon l'appela, la voix paniquée. Chloé, quelque chose ne va pas. Un homme est venu à mon appartement aujourd'hui, posant des questions sur toi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Demanda Chloé, son pouce accélérant. Des choses comme comment on s'est rencontrés, pourquoi je te faisais confiance, et si je pensais que tu étais capable de gérer l'affaire. Il a dit qu'il était journaliste, mais quelque chose chez lui ne me semblait pas juste. Chloé serra la mâchoire. C'est Lambert. Ils essaient de trouver des saletés sur moi maintenant. Ne réponds plus à ces questions et préviens-moi s'il revient. D'accord, dit Manon, la voix tremblante. Mais Chloé, ça devient de plus en plus effrayant chaque jour. Et s'ils blessaient quelqu'un? Ils ne le feront pas, dit fermement Chloé. Nous n'allons pas les laisser nous intimider. La semaine suivante, la salle d'audience était bondée alors que Chloé et Nicolas Dupont se préparaient à livrer leur plaidoirie finale. La tension dans l'air était palpable, avec des journalistes et des spectateurs impatients de voir comment l'affaire se conclurait. Nicolas Dupont commença, dépeignant Martin comme un propriétaire incompris qui avait été injustement ciblé. Son argument était rempli de déclarations vagues et d'appels émotionnels, mais il manquait de substance. Quand ce fut le tour de Chloé, elle se leva avec confiance, sa voix stable et claire. Votre honneur, cette affaire a toujours porté sur une seule chose, la justice. Les preuves présentées au cours de ce procès ont exposé un schéma de tromperie, de manipulation et d'exploitation de la part de M. Martin et de son équipe. Des dossiers financiers fabriqués à l'intimidation des témoins, leurs tactiques en disent long sur leur crédibilité, ou leur absence de crédibilité. Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Manon Girard est une mère travailleuse qui n'a fait que se battre pour son droit de vivre en paix. Elle mérite la justice, et aujourd'hui, ce tribunal a l'occasion de la lui rendre. Chloé retourna à sa place, son cœur battant, assise à côté de Manon. Le juge annonça qu'il rendrait une décision dans 3 jours, et la salle d'audience se vida lentement. Alors que Chloé et Manon se dirigeaient vers le parking, une silhouette sombre sortit de l'ombre. C'était Lambert. Tu ne sais vraiment pas quand t'abandonner, n'est-ce pas? Dit-il, son ton empreint de menace. Tu joues un jeu dangereux, gamine. Chloé s'arrêta, se tenant droite malgré la peur qui la traversait. Le seul jeu dangereux ici, c'est celui que vous jouez. Et vous avez déjà perdu. Lambert eut un sourire narquois. On verra bien. Avant que Chloé ne puisse répondre, des phares balayèrent le parking, et un SUV noir s'arrêta.
Lambert se retourna et disparut dans le véhicule, laissant Chloé et Manon debout dans la nuit froide et silencieuse. 3 jours plus tard, la salle d'audience était de nouveau bondée alors que le juge Dubois se préparait à rendre sa décision. Chloé était assise à la table de la plaignante, les mains jointes. Manon était assise à côté d'elle, retenant son souffle. Le juge s'éclaircit la gorge. Après examen de toutes les preuves et témoignages présentés dans cette affaire, ce tribunal se prononce en faveur de la plaignante, Manon Girard. La salle éclata en applaudissements et acclamations, mais le juge leva la main pour obtenir le silence. De plus, ce tribunal renverra M. Martin et son équipe juridique pour enquête sur un possible parjure, une falsification de preuves et d'autres fautes professionnelles. Des larmes coulaient sur le visage de Manon alors qu'elle serrait Chloé dans ses bras. « On l'a fait » chuchota T.L. « Tu l'as fait. » Chloé sourit, son soulagement et sa fierté se mêlant. Mais en regardant de l'autre côté de la salle et en voyant Nicolas Dupont ranger précipitamment son porte-documents, elle sut une chose avec certitude, cette victoire n'était que le début de son combat pour la justice. La victoire au tribunal était monumentale, mais Chloé savait que le combat n'était pas vraiment terminé. Alors que Manon la serrait dans ses bras, le soulagement était palpable, mais un sentiment de malaise persistant effleurait les pensées de Chloé. L'arrestation de Martin et la décision du juge étaient des victoires, mais elles ne constituaient qu'une partie de la bataille. Le système plus large qui permettait à des propriétaires comme Martin d'exploiter les locataires planait toujours. Ce soir-là, en rentrant chez elle, sa grand-mère Monique l'attendait les bras ouverts. « Tu as été incroyable, Chloé » dit Monique en la serrant dans ses bras. « Je suis si fière de toi. » Chloé sourit, la chaleur de l'étreinte de sa grand-mère allégeant momentanément le poids sur ses épaules. « Merci, mamie. Mais je pense que ce n'est que le début. Il y a tant d'autres personnes comme Manon qui n'ont pas les moyens de se battre. » Monique hocha la tête, le visage pensif. « Tu as reçu un don, Chloé. Il est peut-être temps de réfléchir à la façon dont tu peux l'utiliser pour aider plus de gens. » Le lendemain matin, Chloé reçut un appel d'un journaliste local. « Chloé Moreau ?» dit la voix à l'autre bout du fil. « Je suis Lucas Bernard, du Tribune. J'aimerais beaucoup faire un reportage sur vous, mettre en lumière votre travail sur l'affaire Martin et ce que cela signifie pour les droits des locataires. » Chloé hésita. Elle n'était pas habituée à être sous les feux des projecteurs et n'appréciait pas particulièrement l'attention. Mais elle réalisa que partager l'histoire pourrait inspirer d'autres à se défendre. « D'accord, » dit-elle avec prudence, mais seulement si l'accent reste sur l'affaire et l'impact sur les locataires comme Manon. « Absolument, » approuva Lucas. « Programmons une interview. » Plus tard cette semaine-là, l'article fut publié, et il était plus que ce à quoi Chloé s'attendait. Le titre disait « Une adolescente renverse un propriétaire corrompu, suscitant l'espoir pour les locataires partout en France ». Il détaillait le procès, les tactiques utilisées par Martin et le combat acharné de Chloé pour la justice. La réaction fut écrasante. Chloé reçut des dizaines de mails et de messages de personnes de tout le pays, beaucoup partageant leurs propres histoires d'injustice en matière de logement. Un email en particulier se démarqua. « Chère mademoiselle Moreau, je m'appelle Léa Rowe. Je mène un combat similaire avec mon propriétaire depuis plus d'1 an. Votre histoire m'a donné le courage de continuer. Je me demandais si vous seriez disposé à me conseiller sur mon cas. Je ne peux pas me permettre un avocat, mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. » Chloé fixa l'email, son esprit s'emballant. Elle voulait aider, mais elle n'était qu'une seule personne. Comment pouvait-elle prendre en charge d'autres cas tout en poursuivant ses études et sa vie personnelle? « Mamie, » dit-elle plus tard ce soir-là, « des gens me demandent de l'aide. Je veux en faire plus, mais je ne sais pas comment. » Monique s'assit à côté d'elle, son expression sage et calme. « Tu n'as pas à le faire seule, Chloé. Il y a des gens qui partagent ta passion. Il est peut-être temps de construire quelque chose de plus grand. » Chloé passa les semaines suivantes à réfléchir à des moyens d'étendre son impact. Elle contacta des avocats locaux, des militants communautaires et des organisations à but non lucratif axées sur les droits au logement. Lentement mais sûrement, un plan commença à prendre forme, une initiative citoyenne qui fournirait une aide juridique gratuite aux locataires confrontés à l'expulsion et à l'exploitation. Elle l'appela « la justice solidaire ». Léo se joignit immédiatement à elle, offrant de s'occuper de la partie technique. « On va créer un site web, des réseaux sociaux, tout, dit-il avec enthousiasme. Ça pourrait vraiment décoller.
Manon se porta également volontaire, désireuse de rendre l'appareil après tout ce qu'elle avait traversé. « Tu m'as sauvé, Chloé, dit-elle. Le moins que je puisse faire est de t'aider à sauver d'autres personnes. » Pendant ce temps, les retombées de l'arrestation de Martin se poursuivaient. Les reportages révélèrent qu'il faisait face à des accusations supplémentaires, notamment d'évasion fiscale et de racket. Plusieurs de ses propriétés furent saisies par les autorités, et les locataires qui avaient été injustement expulsés commencèrent à parler. Mais tout le monde n'était pas content de l'influence croissante de Chloé. Un soir, alors qu'elle travaillait tard au nouveau local associatif de la justice solidaire, un petit espace donné dans un centre communautaire, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Mademoiselle Moreau », dit la voix à l'autre bout du fil, basse et menaçante. « Vous pensez avoir gagné, mais vous ne comprenez pas à quel point c'est profond. Partez tant que vous le pouvez encore. » La prise de Chloé sur le téléphone se resserra. « Qui est à l'appareil » L'appelant eut un rire sombre. « Disons juste que je suis quelqu'un qui sait comment faire disparaître les problèmes. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. » La ligne se coupa. Chloé fixa son téléphone, son cœur battant la chamade. Elle appela immédiatement Léo et lui parla de la menace. « C'est faux, dit Léo. Nous devons signaler ça à la police. » Chloé hésita. « Et dire quoi ? Qu'un appelant anonyme m'a dit d'arrêter d'aider les gens ? Sans preuve, ils ne feront rien. » Quand même, insista Léo. « Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Tu déranges quelqu'un, et ils ont peur de ce que tu construis. » Chloé prit une profonde inspiration, sa détermination se durcissant. « Alors je dois faire quelque chose de bien. » Alors que la justice solidaire gagnait en importance, d'autres histoires firent surface, des familles qui avaient été chassées de leur maison, des propriétaires qui manipulaient les baux et des locataires qui se sentaient impuissants. Le mouvement commença à grandir, avec des bénévoles se manifestant pour soutenir la cause. Mais les menaces ne s'arrêtèrent pas. Chloé commença à remarquer des voitures étranges garées près de sa maison, et une fois, elle trouva une note menaçante collée à sa porte, « Arrêtez pendant que vous le pouvez. » Un soir, en quittant le bureau, elle aperçut Philippe Lambert qui attendait dehors. Il s'appuyait nonchalamment contre un lampadaire, son sourire narquois aussi exaspérant que jamais. « Vous vous êtes fait un nom, » dit-il alors qu'elle s'approchait. « Mais vous touchez à des choses qui n'aiment pas être dérangées. » Chloé se redressa, refusant de montrer sa peur. « Je n'ai pas peur de vous. » Lambert eut un petit rire. « Peut-être que vous devriez. Les gens comme moi, nous ne perdons pas. » « Moi non plus, » rétorqua Chloé en le dépassant. Les menaces ne firent qu'alimenter sa détermination. À la fin de l'année, la justice solidaire avait aidé des dizaines de familles à éviter l'expulsion et avait dénoncé plusieurs propriétaires sans scrupules. L'histoire de Chloé continua de se répandre, inspirant d'autres à se battre contre l'injustice. Mais Chloé savait que le combat n'était pas terminé. Plus elle creusait, plus elle découvrait de corruption. Et à mesure que le mouvement grandissait, ses ennemis se multipliaient. Pourtant, elle ne reculait pas. Pas maintenant, pas jamais. La croissance de la justice solidaire était sans précédent. En moins d'un an, Chloé et son équipe avaient transformé une petite initiative en une force puissante, découvrant la corruption systémique dans les lois sur le logement et tenant les propriétaires pour responsables. Pourtant, à chaque victoire, les menaces contre Chloé s'intensifiaient. Des lettres anonymes, des appels téléphoniques tard dans la nuit et l'ombre omniprésente de Philippe Lambert lui rappelaient qu'elle menait une bataille qui s'étendait bien au-delà de son cas initial. Un soir, après avoir terminé un séminaire dans un centre communautaire local, Chloé reçut un appel urgent de Léo. « Chloé, on a un problème, » dit Léo, sa voix tendue. « J'ai suivi une activité inhabituelle liée à l'ancien réseau de Martin. Une énorme transaction immobilière a lieu demain. Elle implique une de ses sociétés écrans, Harmonie Solutions, et un groupe d'investisseurs au passé douteux. » Chloé fronça les sourcils. « Quelle est la transaction ? » Il prévoit d'acheter un bloc de logements sociaux, d'expulser tout le monde et de le transformer en appartement de luxe. C'est un schéma de gentrification classique, et ils utilisent le manuel de Martin. Si cela se concrétise, des dizaines de familles seront déplacées. L'estomac de Chloé se noie. Avons-nous assez de preuves pour les arrêter ? Pas encore, admit Léo. Mais j'ai découvert où la signature a lieu.
Si nous pouvons perturber la réunion et exposer leurs plans, nous pourrions peut-être les arrêter. Le lendemain matin, Chloé, Léo et Manon arrivèrent à l'immeuble de bureau du centre-ville où la réunion devait avoir lieu. Armés de documents que Léo avait découverts, ils étaient prêts à affronter les investisseurs et à révéler la vérité. En entrant dans le bâtiment, Chloé aperçut Philippe Lambert appuyé contre un mur près de l'ascenseur. Il eut un sourire narquois en la voyant. « Vous êtes persistante, je vous l'accorde, dit-il. Mais vous êtes complètement dépassée cette fois. » Chloé s'approcha, sa voix froide. « Peut-être. Ou peut-être que vous et vos amis êtes sur le point de perdre. » Lambert eut un petit rire. « Bonne chance. Vous en aurez besoin. » Chloé l'ignora et se dirigea vers la salle de conférence où l'accord devait être signé. À travers les murs de verre, elle pouvait voir un groupe d'hommes en costume réunis autour d'une table, des documents étalés devant eux. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte et entra. La salle devint silencieuse alors que les investisseurs se tournaient pour la regarder. « Pouvons-nous vous aider ?» demanda l'un d'eux, son ton empreint d'irritation. Chloé brandit un dossier. « Je suis ici pour vous empêcher de détruire la vie des gens. » Les hommes échangèrent des regards amusés, mais Chloé continua. Elle plaça des copies des découvertes de Léo sur la table et commença à expliquer comment l'accord reposait sur des pratiques frauduleuses. Pendant qu'elle parlait, leurs sourires narquois s'effacèrent. « Cette transaction n'est pas seulement contraire à l'éthique, elle est illégale, » dit Chloé. « Et si vous allez de l'avant, nous nous assurerons que le monde entier sache exactement ce que vous faites. » La tension dans la pièce était épaisse. Un des investisseurs, clairement ébranlé, marmonna « Nous devons en discuter en privé. » Un autre, moins secoué, se pencha en avant. « Vous n'avez aucune autorité ici, gamine. Sortez avant que nous n'appelions la sécurité. » Chloé resta sur ses positions. « Vous pouvez appeler la sécurité si vous le souhaitez, mais les preuves sont déjà en route vers les médias et le bureau du procureur général. Cette réunion est terminée. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, l'un des investisseurs plus âgés soupira et se leva. « Elle a raison. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous nous retirons. » Les autres suivirent, certains grommelant, d'autres fusillant Chloé du regard en sortant de la pièce. Philippe Lambert apparut dans l'embrasure de la porte, observant avec un mélange d'agacement et d'admiration. « Vous n'abandonnez vraiment jamais, dit-il. » Chloé se tourna vers lui, sa voix ferme. « Pas quand la vie des gens est en jeu. » Le sourire narquois de Lambert vacilla pour la première fois. Il lui fit un petit signe de tête, presque respectueux, avant de s'éloigner. L'histoire de la confrontation de Chloé lors de la réunion des investisseurs se répandit rapidement, consolidant sa réputation de défenseur intrépide de la justice. La justice solidaire reçut un flot de soutien, avec des dons et des bénévoles affluents. Le bloc de logement que Chloé avait sauvé devint un symbole d'espoir, et les locataires commencèrent à organiser leurs propres efforts pour protéger leurs droits. Mais Chloé savait que le combat était loin d'être terminé. Elle avait appris que le système était profondément vicié, et pour chaque propriétaire comme Martin ou chaque montage d'investisseurs qu'elle dénonçait, il y en avait d'autres qui attendaient dans l'ombre. Un soir, alors qu'elle était assise avec Monique et Manon, Chloé réfléchissait au chemin parcouru. « On a l'impression de n'effleurer que la surface, dit-elle. Il y a tellement plus à faire. » Monique sourit, ses yeux remplis de fierté. « Tu as déjà fait une différence, Chloé. Et tu inspires les autres à se lever aussi. C'est comme ça que le vrai changement commence. » Manon hocha la tête. « Tu m'as rendu ma vie. Tu fais plus que simplement mener des combats juridiques, tu donnes de l'espoir aux gens. » Chloé sourit, un sentiment de mission l'envahissant. « Alors je suppose qu'on continue. » Des années plus tard, Chloé Moreau deviendrait une avocate et une activiste de renom, à la tête d'un mouvement national pour les droits des locataires et la réforme du logement. La justice solidaire se développa en une organisation puissante, aidant des milliers de familles et réécrivant des lois pour protéger les plus vulnérables. Et bien que les menaces n'aient jamais complètement disparu, Chloé ne flancha jamais. Elle avait appris que le combat pour la justice n'était jamais facile, mais qu'il en valait toujours la peine. Car pour chaque personne comme Manon Girard qui trouvait sa voie, le monde devenait un peu plus lumineux. L'histoire de Chloé devint un phare, un rappel que même face à des obstacles écrasantes, une seule personne pouvait faire la différence. Et que le combat pour la justice valait toujours la peine d'être mené.